Yop les amis, c'est Guilin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être la critique la plus attendue de ma chaîne, en tout cas pour moi, puisque c'était ma plus grosse attente de l'année. J'ai bien dit, et vous l'avez vu, vous vous en doutez si vous êtes là, c'est pour ce film, Avatar 2, La Voix de l'eau. La suite directe du film de James Cameron de 2009, Avatar, qui avait été et qui est encore aujourd'hui le plus grand film au box-office en revenu mondial. Bon, une petite ressortie en Chine a permis de passer devant Avengers, mais ça, James Cameron en a le secret, et surtout les producteurs. Et donc, pour vous résumer très rapidement l'histoire, avant d'aller dans mon avis, ce film va nous faire suivre principalement la famille de Jake Sully et de Neytiri qui ont eu 3 enfants plus 1, j'y reviendrai dans les détails juste après. Et le retour des hommes du ciel qui revient sur Pandora à la fois pour se venger et à la fois pour les ressources et principalement une de la planète et les nouveaux enjeux qui vont en être liés avec une exil obligatoire dans de nouveaux peuples et principalement celui de l'eau. Et que vous dire, à part que je suis extrêmement déçu. Je suis pas déçu du film, je suis déçu de moi. Je suis déçu de moi parce que je n'ai pas réussi à aimer ce film. Aujourd'hui, j'en sors avec un goût extrêmement amer. Je n'ai regardé aucun avis. J'ai essayé d'être le plus neutre possible et d'y aller uniquement avec ma hype. Et force est de constater que je suis extrêmement déçu du film et de moi-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer sur ma déception, parce que je pense que c'est ce qui va prendre la plus grosse partie de la vidéo, et je m'en excuse d'ailleurs si la vidéo est un petit peu longue, mais j'espère qu'elle sera intéressante pour vous, je vais tout d'abord vous parler de l'aspect positif du film. Oui, James Cameron a encore une fois révolutionné le cinéma. Avec ses nouvelles caméras, avec des tentatives de captation de l'image qui n'ont jamais eu lieu, avec des effets spéciaux extraordinaires. Oui, visuellement, ce film a 10, 15, 20 ans d'avance sur tout le reste des blockbusters et tout le reste du cinéma actuel. Oui, toute l'heure, heure et demie au milieu du film où on est uniquement sur de la contemplation. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a des scènes où j'avais des frissons lorsqu'il y a des créatures qui passaient devant le personnage joué par Sigourney Weaver. J'ai pas le souvenir de tous les noms de personnages vu qu'ils ont des noms un peu particuliers, donc je vais surtout citer les acteurs. Mais lorsque les créatures passaient devant elle dans l'eau, ah là, mais j'avais l'impression d'être avec elle, d'avoir les créatures devant moi. La scène de fin où il y a toutes ces lucioles dans l'eau qui partent comme dans un tourbillon, c'est extraordinaire. Visuellement, c'est peut-être le plus beau film que j'ai jamais vu. Voilà, il faut le dire, visuellement pour moi, il dépasse le 1. Parce qu'il fait des choses qui n'ont jamais encore été vues. Le 1, c'était rendre réaliste des univers. Des univers, on en avait déjà vu. Mais là, c'était rendre réaliste le monde aquatique et nous émerveiller devant l'inconnu. Et que dire à part que c'est extrêmement bien réussi. Et pour ça, pour ce point, j'ai envie de dire merci à James Cameron. Mais à côté, malheureusement, je n'ai vu que déception sur, pour moi, peut-être même erreur, voire échec. Je vais commencer d'abord par le rythme du film. Et, je vous le dis tout de suite, je vais aller dans les détails. Je ne vais pas spoiler de moments majeurs, mais je vais aller dans beaucoup de détails. Donc, si vous n'avez pas vu le film, à partir de maintenant, très sincèrement, arrêtez-vous et revenez voir la vidéo lorsque vous avez vu le film. En attendant, je continue. Et donc, pour commencer, ce qui m'a vraiment déçu, dans un premier temps, c'est le rythme du film. Parce que je trouve que le rythme ne fonctionne pas. On a une première dizaine de minutes où on enchaîne par le personnage de Jake Sully qui parle en voix off toute l'histoire de ce qu'on a loupé entre les deux films. Et ensuite, on va avoir une grosse demi-heure où c'est le moment où ils sont dans la forêt, le retour des humains, et ensuite le moment où ils doivent partir en exode. Plus d'1h30 à 2h, j'ai pas regardé ma montre pendant tout le film, donc je me rends pas vraiment compte, mais comme ça, plus d'1h30 à 2h, on est sur de la pure contemplation, de la découverte du monde aquatique. Et une dernière demi-heure, où là, on est sur une bataille finale. Et très sincèrement, c'est 1h30 au milieu, ce gros bloc de contemplation. Ça marche, c'est très bien, mais c'est trop long. Il y a un manque de rythme, il y a un manque de péripéties au milieu de l'histoire. Il y a quelques péripéties avec les enfants, les personnages secondaires, mais à aucun moment on s'inquiète pour eux. À aucun moment c'est des événements réellement marquants. Le moment où le fils Loak se retrouve par ses 3 camarades balancés loin dans l'océan, enfin dans la voie de l'eau, et qui se retrouve ensuite avec cette créature et qu'un enjeu va être lié à la fin du film avec cette énorme créature. Oui, c'est intéressant. Mais néanmoins, c'est pas un enjeu assez important
pour que le rythme remonte. Et vraiment, on était, pour moi, si on prend un électrocardiogramme, pardon, on est constamment à plat. C'est-à-dire qu'on est constamment sur de la contemplation. C'est bien pendant 20 minutes, c'est bien pendant une demi-heure, mais mettez-nous des scènes qui punchent un peu, des enjeux, pas juste au milieu de ça, c'est 3 engueulades du père avec le fils. Pour pouvoir justement essayer de faire monter un peu de tension dans la famille, ce qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas traité à la fin. Et ce discours à la fin de Jake Sully qui fait « je te vois », non, ça marche pas. Parce qu'il y a juste un manque de communication, surtout que dans le 1, Jake Sully est le premier à se faire remonter par Neytiri parce que justement, je rentre un petit peu dans le détail, je suis désolé mais ça me permet de rebondir aussi, parce que justement Neytiri lui dit qu'il apprend mal et qu'il fait pas bien les choses. Et lui dit oui mais attends, moi aussi je peux t'apprendre des choses. Et c'est là où un lien se crée entre les deux, où leur amour commence à naître et qu'on croit en ces deux personnages. Ici, Jake Sully est juste un père vieux con qui, dès que son fils va faire une connerie, tiens, tu te prends une claque et tu vas au coin. Bah non, t'étais le premier à en faire des conneries, t'étais le premier à découvrir de tes erreurs dans le 1. C'est comme si on n'était pas sur le même personnage en fait avec Jake Sully. Mais ça, j'y reviens après dans la section personnage, ça vous permet d'introduire ce point, on va dire. Et la deuxième chose, moi, qui m'a énormément dérangée, c'est pour moi le plus gros défaut de ce film, et là, je vais vraiment rentrer dans les détails, surtout sur la première partie du film, c'est le scénario. Pour moi, ce film échoue lamentablement sur ce qu'il veut nous raconter. J'ai eu le sentiment, sur les 10 minutes d'exposition qu'il y a tout au début, que James Cameron nous a fait une Star Wars épisode 7. On a quitté nos héros sur une grande victoire, un rassemblement des peuples et le retour des humains sur Terre. Et on nous dit, les humains sont revenus et on a déjà gagné contre eux. Enfin, si on prend le point de vue des Na'vi, on a déjà gagné contre eux. On les a tous renvoyés. On vit aujourd'hui en symbiose avec d'autres humains, à commencer par Spider, et j'en parlerai tout à l'heure de ce petit enfant, qui a un enjeu principal dans le film. Et on nous dit là que les humains sont revenus, ils ont détruit une forêt complètement aléatoire en s'écrasant, enfin en posant leur vaisseau, et que personne n'a rien fait. Et que là, ils ne sont plus seulement ici pour des petites bases militaires, pour prendre le Noctanium, je crois que c'était ça dans l'épisode 1, dans Avatar, premier du nom, je veux dire, pour prendre la ressource qu'il y a au niveau des arbres de lieux de vie des Na'vi. Là, on est sur une nouvelle ressource, on en parlera juste après de cette nouvelle ressource, et ils sont là en plus pour terraformer la planète, donc se mettre à venir vivre chez les Na'vi et prendre leur place. Et donc, de là, qu'est-ce qui va se passer ? Personne n'interagit, on leur laisse le temps de commencer à construire une énorme ville beaucoup plus grande. Elle le dit, on a fait mieux en 1 an que vous en 30 ans, quand elle parle au personnage de Quaritch. Et ensuite, la militaire, ou la chef, la générale du lieu, je ne sais pas exactement quel était son poste. Et pareil, ils ont même réussi à se développer plus loin, puisqu'on a vu l'attaque du train, ça veut dire qu'ils ont réussi à créer des trains pour faire des déplacements de ressources de lieu en lieu. On ne voit qu'un seul lieu, mais c'est ce qu'elle explique. Elle nous explique qu'elle peut déplacer des ressources et que justement les Na'vi bloquent ces moments de livraison et de cargaison. Donc ils ont réussi à se développer sans qu'aucun Na'vi n'ait rien fait, alors que la première bataille a été gagnée. Et c'est un sentiment à la Star Wars 7. C'est un sentiment que le monde a évolué, on a l'impression que nos héros ont été impuissants face à ça, alors que scénaristiquement, il n'y a rien qui nous montre une supériorité des nouveaux humains. Et là, je vais venir aussi dans un autre détail, et c'est lié au scénario. Au niveau des méchants, leur technologie, à part le fait de reprendre quelques anciens soldats, mais c'est plus un flou scénaristique pour faire revenir le méchant du 1 d'une autre manière, vu qu'il est mort, mais mis à part le fait de mettre des humains dans des Na'vi, ce qui était d'ailleurs déjà fait dans le 1, que ce soit des bons ou des mauvaises personnes, en tout cas c'était fait dans le 1, technologiquement parlant, ils n'ont aucune évolution. Ils reviennent avec les mêmes énormes tanks faits pour détruire la forêt. Ils reviennent avec les mêmes armures humaines. Éventuellement, vous pourriez me dire, oui, mais il y a aussi tout ce qui est vaisseau dans l'eau, avec les sortes d'araignées qui vont dans l'eau pour les humains et tout. Oui, mais on ne voit pas ces choses-là dans l'épisode 1. Mais c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas là. Parce que le gars nous dit bien qu'il est payé par l'industrie pour ramener ses quotas et pour prendre des ressources qu'il y a au niveau de la mer. Mais rien n'empêche, même si nos enjeux se passent au niveau du monde de la forêt et de Quaritch, que certaines personnes des hommes de la Terre aillent sur la mer, aillent peut-être dans un monde de feu qu'il y aurait sur Pandora, aillent peut-être dans d'autres parties de la forêt pour chercher d'autres ressources. Ils ne se développent pas que vers un seul endroit. Mais technologiquement parlant, ils reviennent avec aucune plus-value, aucun avantage sur leurs ennemis.
Pourquoi les Na'vi en plus en voyant ça, puisque les Na'vi font quelques petites attaques, ne se remettent pas tous ensemble et les réattaquent pas une fois pour toutes et là disent ils sont revenus, pas de quartier, on les élimine. Scénaristiquement parlant, ça ne tient pas debout que les humains reviennent, que les Na'vi ne réagissent pas et ne fassent rien. Et du coup, on a le sentiment que sur ces 10 minutes d'exposition, jusqu'au moment où Neytiri se met à pleurer, on nous refait le 1. Ça fait à la fois résumé du 1. En fait, c'est comme si cet épisode 2 était un peu bâtard sur le début. C'est comme si, à la fois, il se voulait être la suite du point de vue des personnages et que de l'autre, il se voulait être un remake en nous refaisant la même histoire que le 1, mais ce coup-là, les Na'vi n'ont pas réagi et se sont juste barrés. Comme si la dernière heure du dernier Avatar, du Avatar premier du nom, n'existait pas. On reprend le film au moment où la forêt a été détruite. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah là, nos héros abandonnent. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur fait ça? Surtout que tu pars mentalement sur une victoire. Tu pars même sur une énorme réussite. Et où sont tous les humains qui travaillent en collaboration avec eux? On a vu qu'il y en avait 4, 5, 6, voire même d'autres. Et on se dit que d'autres humains ont pu s'implanter ailleurs, que d'autres industries ont pu avoir lieu. Pourquoi? Pour le scénario, ce qui va également m'avoir dérangé, pour le coup, c'est vraiment toute cette heure et demie en plein milieu où on te développe les enfants. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait ça, mais que c'est mal fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des suites. Et moi, c'est le sentiment que j'avais avant d'aller voir ce film. J'avais peur que ce soit un film un peu bâtard entre deux, où en gros, on va nous développer tous les enjeux pour les prochains films. Et c'est typiquement cette heure et demie au milieu du film, au niveau de l'eau, le but. On nous développe les enfants pour avoir de l'affection sur eux. Et là où scénaristiquement, on pourra peut-être aller beaucoup plus vers des péripéties, beaucoup plus vers des attaques, beaucoup plus vers la guerre dès l'épisode 3, et bah on appréciera déjà ces personnages, et principalement les enfants, et on aura peur pour eux. Donc c'est du bon temps de prix. Mais néanmoins, et je reviens là-dessus, putain, qu'est-ce que c'est cliché, quoi. Genre... Oui, le premier Avatar était cliché, et oui, le premier Avatar était entre guillemets universel, et c'est ça qui l'a fait aussi réussir. Mais là, on va limite dans la caricature. Le petit gamin qui commence à se faire harceler avec son frère et sa sœur parce que ils sont différents. On a déjà connu cette différence avec Jake Sully dans le premier, et en fait, on a le sentiment qu'en termes de scénario, ils veulent nous faire un effet miroir entre les enfants, et principalement Loak, et Jake Sully dans l'épisode 1. Quasiment tout ce que vit Loak, son père l'a vécu quand il a découvert le monde des Na'vi. Et on a cette deuxième mise en parallèle, j'y reviendrai après, aussi avec le méchant, avec Quaritch. Mais du coup, au niveau du fils, on a le sentiment que c'est plus des enfantillages et des petits trucs d'enfant que réellement un apprentissage de la vie. Parce qu'au moment où il devra apprendre sur la vie, et ben le problème qui se passe, c'est que c'est son père qui lui fait des remontées, et au lieu qu'il y ait une vraie discussion, ce qui devrait être le cas, une vraie bonne communication au niveau de la famille, et ben le père l'engueule et le fout au coin, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, sur la partie, moi c'est aussi celle qui m'a dérangée, c'est le fait qu'ils partent en exil. Gros défaut à ça, c'est que Quaritch et les mecs de l'armée auraient dû, au lieu de juste utiliser le personnage de Spider, bah, aurait dû et aurait pu se retrouver là justement où les Na'vi partaient, où le peuple Na'vi de la forêt est resté, je veux dire. Et donc les attaquer et les tuer, voire les torturer. Là, il y aurait un ajout scénaristique qui aurait été fort, et au milieu de la découverte de la voie de l'eau, on aurait eu une grosse scène d'action où, en parallèle, eux, ils sont dans l'apprentissage dans ce nouveau monde, leur peuple de la forêt se fait tuer et capturer. Là, il y aurait eu quelque chose. Mais je vous avoue que ça me dérange qu'on ne les revoie pas, à part le moment où l'avion arrive et que justement c'est là où tu as une nouvelle pirouette scénaristique. On a découvert un vieil avion qu'on a vu sur nos radars et qui a été perdu vers là-bas, et le général qui fait « Je suis sûr que c'est Jake Sully ». Bah non, tu peux pas en être sûr, genre... Non, clairement pas, tu peux clairement pas en être sûr. Qu'est-ce qui te dit qu'il s'est pas barré ailleurs? Qu'est-ce qui te dit que t'as perdu l'avion? Mais pourquoi il serait sur cet archipel-là? Ça fait 10 jours, 1 semaine, 3 mois que tu le cherches. Si ça se trouve, il est allé beaucoup plus loin, il a traversé la moitié de Pandora au niveau du globe. Tu n'as aucune idée que Jake Sully est là. Tu ne peux pas le savoir et tu ne peux pas prévoir que Jake Sully est là. Et surtout, ne pas revoir le peuple de la forêt, ne pas avoir danger avec elle, surtout avec la reine. Moi, je pense qu'il y a une scène coupée, je vous l'annonce tout de suite, où Neytiri dit adieu à sa mère. On ne voit pas sa mère du film, à part au début quand il y a un petit soin, et elle la quitte sans qu'il y ait aucun mot dessus. Je suis persuadée qu'il y a une scène émouvante où Neytiri et sa mère se disent adieu, et ça permettrait de développer aussi un peu plus le personnage de Neytiri, et que cette scène a été coupée au montage. J'en suis persuadée. James Cameron, il adore couper ce genre de scène. Je sais pas pourquoi, c'est son plaisir dans tous ses films,
des sujets secondaires qui permettent de prendre émotionnellement le personnage et le spectateur, il adore les couper. C'est ce qu'il préfère enlever. Alors que là, pour le coup, il y avait autre chose à enlever que ça, si cette scène existe bien. Et du coup, effectivement, le fait de ne pas les revoir, moi ça me dérange. Le fait que ce ne soit pas dans le scénario de les utiliser contre les héros, ça me dérange. Et ça crée des pirouettes scénaristiques. Même cette question de l'exil, elle n'est pas vraiment bonne. Parce que même si tu protèges ta famille, tu protèges en rien ton peuple. Si Quaritch tombe dessus, il va tous les torturer les uns après les autres pour leur demander où est Jake Sully et où est sa famille. Et cette vendetta personnelle contre Jake Sully, alors que les Na'vi ne les attaquent pas et que le développement des humains se fait sans aucun encombre, à part quelques petites attaques sur des lieux d'approvisionnement, comme je disais tout à l'heure, mais mis à part ça, les Na'vi n'attaquent plus, ils sont sur la défensive, ils laissent les humains prendre du terrain. Pourquoi vouloir continuer cette vendetta personnelle contre Jake Sully, alors que juste, ce que vous voulez, c'est vous développer tranquillement. Jake Sully ne vous emmerde pas, tout ce qu'il voulait, c'était se casser vers la voie de l'eau et partir en exil, vous ne l'auriez jamais revu. Cette vendetta personnelle n'a pas de lien avec les enjeux des humains. On parle de repeupler une planète. On parle du point de vue humain de reconstruire une planète qu'on a détruite nous-mêmes avec la pollution, avec l'évolution de nos technologies qui sont retournées contre nous. C'est ce qui a été rapidement montré dans le premier Avatar. Pourquoi, si les Na'vi vous laissent relativement tranquille, vous les tuez pas quand ils vous attaquent, donc vous en enlevez à chaque fois un petit peu, et à côté, boum, ça s'arrête là, vous continuez à vous développer. Pourquoi aller vers eux et risquer de tout perdre comme c'est à la fin? Et là, je vais aller sur juste un petit hommage avant de rentrer sur le détail des personnages. Le film, et James Cameron surtout, se rend hommage à lui-même. La scène de fin, vous l'aurez tous compris, c'est un énorme hommage et un énorme... c'est plus qu'un clin d'œil en fait, c'est limite une redite de son film Titanic. Voilà, tout simplement avec ce bateau qui se retourne, les personnages qui sont enfermés dedans, qui doivent s'en sortir. Et sur ce truc-là, à la fois j'ai adoré, parce que j'aime beaucoup Titanic et surtout, je trouvais que scénaristiquement, ça marchait super bien. Néanmoins, de l'autre côté, quand on a vu Titanic et que Titanic, c'est à peu près entre 1h et 1h30 du film où le paquebot coule et qu'on voit vraiment petite miette par petite miette, le bateau commence à sombrer, les personnages dans la panique et tout, c'est vrai que là, ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé de montre-en moi plus, parce que ça ne dure que 20-30 minutes. Et en plus, à la fin, le moment où les deux personnages féminins se retrouve la tête hors de l'eau alors qu'on voyait depuis le début que le bateau se faisait ensevelir. On va me dire oui, il y avait une poche d'air. Je vais dire oui, je l'accepte, mais c'est un peu gros. C'est franchement un peu gros. Normalement, Neytiri et sa fille, ils sont censés être sous l'eau depuis bien longtemps. Qu'ils s'en sortent ou pas, c'est autre chose, mais ils doivent pas avoir autant de temps la tête hors de l'eau. C'est impossible vu comment le bateau était en train de couler. Mais bon. Et à côté de ça, il va également rendre hommage, là c'est un tout petit hommage, je vous le donne si vous ne l'avez pas vu, c'était également dans la bande-annonce, c'est le moment où le personnage de Quaritch prend son propre crâne et l'écrase, c'est un pur hommage à Terminator, où la scène d'introduction, la première scène, même la scène d'ouverture je dirais, de Terminator 2, je veux dire, c'est justement un T-800, un Terminator, qui sur la planète Terre, dans notre monde post-apocalyptique, au milieu de la guerre, arrive en écrasant un crâne humain. C'est un petit hommage, c'est plutôt sympa et je trouvais que cette scène était hyper stylée. Genre pour le coup, visuellement et en termes de stylisme, la noirceur du personnage qui s'écrase lui-même, montrant qu'il est meilleur que celui qui l'a créé, je trouve que c'était ultra intéressant. Et enfin, ça me permet de à la fois rentrer sur les personnages et à la fois parler d'hommage et d'interprétation. C'est le personnage de Spider, donc l'humain qui vit aujourd'hui avec les Na'vi et principalement avec les enfants de Jake et Neytiri. Et pour moi, dès que je l'ai vu, visuellement ça faisait ça, mais aussi dans l'histoire de cet enfant qui est avec un autre peuple, je voyais Mowgli ou Tarzan. Vu les ressorts scénaristiques du personnage et l'évolution du personnage, je citerais plutôt Tarzan. Tout simplement parce qu'on est sur cet humain qui est né complètement en captivité avec un autre peuple. Donc là, pour le coup, le peuple Na'vi, là où Tarzan, c'est avec les gorilles, puisqu'il a perdu ses parents, ne sait même pas qui est son père. Et du coup, il va avoir tout un développement où il va, pendant plusieurs années, grandir avec les Na'vi, et principalement avec les enfants de Jake et Neytiri, et être une sorte de fils spirituel, en tout cas un fils adoptif de cette famille. Et il va apprendre, désolé du spoil, que Quaritch est son père. Et de là, il va à la fois développer un lien avec son père qui est
plus ou moins grossier, surtout dans le fait que Spider apprenne absolument tout à son père alors qu'il lui dit bah je ne vous aiderai pas, il lui apprend la langue, il lui apprend à monter un dos crâne et il l'aide quasiment dans la capture des enfants de Jake Sully. Donc pour le coup, en termes de gamin qui voulait pas trahir les Na'vi, il en a quand même fait des belles. Est-ce que c'est soit par un défaut scénaristique, parce que pour moi c'est trop survolé, ou alors c'est par l'habilité intellectuelle et la simplicité d'un enfant que Quaritch arrive à le mener dans le sens où il a envie, je sais pas. Parce que typiquement le moment avec les dragons, bah il l'emmène, on voit juste qu'ils sont face au dragon, et après il lui dit, juste pour rire, ah au fait j'ai oublié de te dire, il fallait que tu lui museles la gueule. Ouais mais du coup pourquoi tu les as emmenés là ? Pourquoi tu leur as dit que le peuple Na'vi attrapait des dragons? T'as pas été menacé une seule fois. Enfin voilà, il y a plein de non-dits et c'est ça aussi le problème de ce scénario. C'est qu'on veut nous raconter tellement de petites histoires partout qui mènent à la fin qu'en fait la plupart des histoires, dans 9 cas sur 10 pour moi, sont survolées. Et du coup ne fonctionnent pas. Et celle-là en est typiquement la preuve. Et pour aller au bout, et bah comme l'histoire de Tarzan, hein, on peut dire que le premier prenait complètement l'histoire de Pocahontas. Bah là, sur ce ressort-là scénaristique, on est complètement sur l'histoire de Tarzan. Il va se retrouver avec son père et avec les humains déguisés en Na'vi, entre guillemets, enfin dans un corps d'avatar. Et de là, ce qui va tout simplement se passer, c'est que le personnage de Spider va commencer à créer du lien avec Quaritch. Et sur la fin, là où Neytiri, par vengeance, est prête à tuer Spider, Quaritch l'en empêche. Quaritch est présumé mort et son fils le sauve. Et là, typiquement, on est à 200% sur une histoire à la Tarzan, où Tarzan va se retrouver avec les humains, lui par amour d'une femme et non l'amour d'un père, même s'il y a un petit peu le scientifique qui est avec je sais plus comment elle s'appelle, la femme de Tarzan, mais le scientifique qui est avec devient aussi une espèce de père spirituel dans un certain sens, à certains moments dans l'histoire de Tarzan. Mais du coup, c'est vrai que le personnage de Spider a vraiment le même développement que Tarzan. Il vit avec un peuple qui malheureusement n'est pas le sien et ça créera quoi qu'il arrive des distorsions. Il se retrouve avec son peuple et avec de la proximité amoureuse, l'amour d'un père paternel et de l'autre côté un vrai amour face à une femme pour Tarzan. Et donc, un amour sentimental j'aurais pu dire. Et donc de là, par des liens qui vont se créer, il va même aller par naïveté à trahir sa famille d'origine. Tarzan à trahir les gorilles avec les braconniers et lui à trahir Jake Sully et sa famille avec Quaritch. Et pour le coup, ça, et ben moi ça a fonctionné. J'ai trouvé ça bien. Comme je le dis, vraiment survolé. Il y a des choses qui ne sont pas bien dites, qui ne sont pas bien exprimées. Je n'en démordrai pas. Mais la logique d'utiliser ce personnage hybride pour ces ressorts-là, et ben moi je trouvais que ça fonctionnait bien. Et c'est un des personnages que j'ai préféré du film. Et pour entrer dans les personnages très très rapidement, Jake Sully et Neytiri ne sont pas les personnages principaux de ce film. Surtout Neytiri, et là j'ai vraiment un gros bémol et un vrai truc qui m'a dérangé pour Neytiri, c'est que à chaque fois qu'elle parle pour donner son avis, Jake Sully lui coupe la parole et dit, par exemple sur les 2-3 conversations avec le père de la et le roi, enfin le général, je sais pas exactement comment ils appellent ça, je sais plus, du peuple de l'eau justement. À chaque fois qu'elle s'excuse ou qu'elle dit quelque chose pour hausser le ton, à chaque fois Jake Sully lui coupe la parole, lui dit non, je m'excuse au nom de ma femme. Bah non, ta femme, elle a pas besoin de toi pour exister, t'inquiète pas mon loulou. Et effectivement, là-dessus, Neytiri est presque devenue à la limite d'une femme soumise. Et moi, ça me dérange, en tout cas, il y a des bribes là-dessus. Et effectivement, c'était pour moi l'un des personnages les plus intéressants du premier film. Et là, elle devient complètement personnage quasiment tertiaire, elle n'existe presque pas. Jake Sully existe un petit peu plus par le lien avec Loak, son fils, mais pas énormément non plus. Il est plus là pour le réprimander et le je te vois à la fin et quelques discussions avec ses enfants, discussions que Neytiri aurait pu avoir. Et pour vous montrer la logique dans laquelle je vais, quand on a la scène de fin où il se connecte à Ewa, Neytiri et Jake après le drame qu'ils ont connu, donc je parle de toute la fin, au moment où ils ont ce fameux rêve avec l'arc et leur enfant au bord du lac, c'est Jake Sully qui apparaît et qui discute avec son fils. Et ensuite, Neytiri apparaît au fond du champ, derrière une plante, à juste les regarder discuter et à sourire. La mère n'intervient même pas dans ce moment.
Et ça, typiquement, dans la mise en scène et dans le fait de ne pas la faire parler dans cet événement-là, et bah pour moi, ça montre à quel point James Cameron a supprimé le personnage de Neytiri d'Avatar. Et ça, pour le coup, personnellement, vu que c'était un personnage que j'appréciais, ça me dérange. Mais, et je vais nuancer mon propos, c'est fait pour développer les enfants. Et alors là, il n'y a qu'une chose à dire, c'est que c'est une réussite. Même si c'est très cliché, comme je disais tout à l'heure, les enfants, on les apprécie. Les enjeux des enfants, ils vont assez loin. On comprend leur personnalité. Mon préféré, ils ont tous un archétype de personnage. Loak, c'est Jake Sully. C'est celui qui ne suivra pas les ordres et c'est celui qui veut créer sa propre voie. On va avoir le personnage de l'aîné qui lui va être tiraillé entre tout, à la fois l'exemple qu'il doit être et à la fois à ne pas pouvoir contenir ses frères et sœurs et à toujours être celui qui va se faire réprimander pour ça. Celui qui a l'éducation la plus stricte et la plus dure, dans le sens où c'est lui qui doit donner l'exemple. Ensuite, on va avoir cet enfant hybride, né du sang du personnage de Sigourney Weaver, qui, elle, va à la fois être tourmentée par qui est réellement mon père, et à la fois complètement en adoration, en adéquation avec sa famille adoptive. À pas un seul moment, on a scénaristiquement un doute sur elle, le lien qu'elle a avec sa famille, et sa famille, ce qu'elle a avec elle. Typiquement, quand elle ne va pas bien, ils disent pas son prénom, ils disent « Comment tu vas, ma fille ?» Elle est pour eux à 200% leur enfant. Et ça, c'est original et ça fonctionne. Alors qu'on aurait pu avoir le dilemme habituel de son doute existentiel parce que ça reste qu'une famille d'accueil, c'est pas sa famille de sang, etc. Et donc sur elle, on se concentre à la fois sur son lien avec Eywa. Et pour moi, c'est le meilleur personnage de ce film. Et de l'autre côté, son lien avec le personnage de Sigourney Weaver, sa mère. Oui, sa mère. Oui, c'est réellement sa mère, entre guillemets, parce qu'en soi, c'est dans le corps de Navi, c'est pas dans son corps d'humaine, à Grace. Donc ouais, sa mère ou mère artificielle, c'est comme on l'entend. Et de qui est son père. Et ça va être développé sur la suite. Je vous donne ma petite théorie. Je pense que son père, c'est le frère de Jake Sully. Et je pense du coup que c'est la nièce de Jake Sully. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose où on va nous faire revenir scénaristiquement un lien avec le frère de Jake Sully. On nous en a pas parlé ici. Ou alors, ça va être complètement oublié, c'est juste Quaritch. Voilà, elle a couché avec Quaritch. Ou alors peut-être, lorsqu'elle était emprisonnée, elle s'est fait violer avec Quaritch. Et du coup, on irait plus loin dans le développement du personnage puisque ce sera un enfant né d'un viol. Et donc pas forcément souhaité par le personnage de Sigourney Weaver. Mais pourquoi elle serait dans son ventre en tant qu'avatar ? Parce que Quaritch ne l'aurait pas violée dans le ventre d'Avatar, sauf s'il y a un lien entre les deux naissances. Bref, je fais un petit peu de théorie. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui auront été aussi loin dans la vidéo. Et enfin, en dernier enfant, c'est la plus petite, où là c'est uniquement, elle est faite un petit peu de comic relief, mais vraiment pas du tout abusé. Juste à la fois l'émerveillement d'un enfant qui découvre un nouveau monde. Ses craintes également, puisqu'on a plusieurs moments touchants avec elle, des moments aussi de peur avec elle. Et enfin, c'est elle qui fait un petit peu le petit touche d'humour du film qui va parfaitement bien et ça c'est parfaitement dosé. Et enfin, on va parler des méchants. Et là, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais entre pourquoi avoir cette vendetta personnelle contre l'homme qui a tué ton double? Pourquoi Rich? Pourquoi attaquer les navires alors qu'ils vous emmerdent quasiment pas, à part sur des petites batailles, alors que vous êtes en train de vous développer de manière parfaite, de ce qu'on comprend mieux en un an que sur les 30 dernières années. Pourquoi ne pas faire évoluer votre technologie? Vous revenez avec les mêmes armes qui vous ont fait défaut dans le premier film. Vous savez typiquement que vos radars explosent complètement quand vous êtes sous les îles flottantes. Vous gardez les mêmes vaisseaux avec les mêmes défauts. Les mecs, il n'y a aucune évolution technologique et intellectuelle des méchants. Et alors, la nouvelle méchante, là, la Big Boss qui prend la place de Quaritch, elle a 2 phrases. Une explicative pour que nous, on comprenne par rapport aux yeux de Quaritch comment a évolué le point de vue des humains, des hommes du ciel. Et ensuite, il y a juste un moment où elle est comme Quaritch, main sur un fauteuil, le café à la main. Bon, super, bonne mission. Si on s'en sort, je vous offre une bière à la fin. Enfin, vraiment, le seul but pour elle, c'est de rappeler Quaritch, mais elle ne sert à que dalle, elle ne sert à rien, elle n'est même pas là sur le combat à la fin. Et enfin, pour citer les méchants, et là, je vais revenir avec le scénario, je voulais garder ça pour la fin, pour ceux qui auront été déterminés de venir jusqu'au bout. Le plus gros défaut scénaristique et la plus grande erreur de ce film, pour moi, et là je parle bien d'erreur, c'est la question du Noctanium dans l'épisode 1 et de cette ressource qu'il y a dans les créatures aquatiques, là dans leur cervelle dans l'épisode 2. Non,
Non et non. Tu ne peux pas baser tout ton scénario dans l'épisode 1 sur des ressources qui sont sous la terre et te dire bah non, ça maintenant on n'en a plus besoin, c'est oublié, et te sortir une ficelle scénaristique facile de bah maintenant on parle rapidement de braconnage. Voilà, maintenant le nouvel enjeu de ce film, c'est l'enjeu global écologique de ce film, c'est le braconnage. C'est le fait que ils avaient en fait une armada aussi de cette armée des hommes du ciel qui allait dans l'eau et qui tue des créatures, d'ailleurs pas du tout pratique comme moyen de tuer. Il faut réussir à planter le truc explosif pour la faire exploser de l'intérieur, là, l'énorme baleine. Ensuite, il y a des sous-marins qui sortent pour le péter d'en dessous. Ensuite, il y a les hybrides araignées qui pètent pour mettre les flotteurs. Non, eux c'est pour l'accrocher, pour ensuite rentrer à l'intérieur pour ouvrir sa gueule. Mais avant ça, en tout premier, il faut des petits bateaux sur le côté pour lui planter des flotteurs pour pas qu'elle puisse replonger. Mais attendez, vous imaginez, il faut 4 vaisseaux différents, t'en as un qui échoue, tu n'attrapes pas la créature, t'as des millions de perdus. Le moyen de capturer, de tuer cette créature, c'est une catastrophe, genre il n'y a aucune optimisation possible. C'était juste pour nous faire une belle scène d'action, mais c'est complètement illogique de réagir comme ça. C'est comme si nous, demain, t'as des braconniers qui veulent tuer un requin, ils vont d'abord, au lieu de trouver une arme qui peut tuer le requin, une seule, ils vont te foutre. Et d'abord, un truc pour l'accrocher, ensuite un filet pour le capturer, ensuite ils vont te foutre une brosse à dents géante pour lui arracher ses dents, enfin je sais pas, un arrache-mâchoire comme dans le film Saw. Et ensuite, enfin, ils décident de le tuer. Pour récupérer la peau, les ailerons, ce que vous voulez. Enfin, c'est complètement idiot comme manière de faire. Il y a trop de choses, et il y a trop pas de denrées, mais il y a trop de choses pour si peu en fait à rattraper. Et surtout, on nous explique même pas à quoi sert cette chose. On nous dit c'est la nouvelle ressource, ça coûte énormément. Elle nous permet de faire plein de choses. C'est le nouveau MacGuffin du film, c'est génial. Alors un MacGuffin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'enjeu scénaristique en termes d'objet d'un film. Comme par exemple dans la plupart des films Marvel de la phase 2, les pierres d'infini. Chaque film va nous parler d'une nouvelle pierre d'infini. La pierre d'infini est considérée comme un MacGuffin. C'est l'ajout scénaristique qui crée le scénario. En tout cas, qui fait suivre filairement le scénario, et c'est l'enjeu du film. Là, typiquement, du point de vue des méchants, c'est ça. Et alors, vraiment, moi j'ai pensé à quelque chose en sortant de la séance, je me suis dit, est-ce que c'était pas plus intelligent? Et en plus, ça aurait été beaucoup mieux dans les 1h30 d'exposition. Est-ce que c'était pas mieux, vous allez me donner votre avis là-dessus, de tout simplement faire quelque chose en disant, bah maintenant qu'ils font de la terra, qui sont en train de transformer Pandora en notre planète Terre et de vouloir faire une terraformation, est-ce qu'il n'est pas mieux de dire que de là, ils ont été obligés aussi de s'améliorer technologiquement et pourquoi pas de créer des usines, et de ces usines, ils utilisent justement Noctanium qui continue à prendre dans les forêts. Et là, on aura aussi un enjeu avec la famille de la forêt, le peuple Na'vi de Neytiri et de Jake Sully, parce qu'à un moment, ils les auraient retrouvés. Et de ce Noctanium, en sort des ressources polluantes. Et ces ressources polluantes sont balancées dans l'eau. Donc déjà, il y a un côté, on n'apprend pas de nos erreurs parce que la même chose qui a détruit notre planète, on est en train de le faire ici. De deux, on garde le Noctanium comme ressource principale, mais c'est plus l'enjeu de nos héros puisqu'ils sont partis en exil. Et de trois, une fois que tu as fait 1 heure d'exposition sur la voie de l'eau, tu découvres ça comme d'un twist scénaristique, parce que nos héros vont à un moment partir en expédition, ou vont à un moment, pourquoi pas au moment où Loax se retrouve balancé loin sur la voie de l'eau par ses 3 camarades qui se foutent de sa gueule, et bah à ce moment-là, et avec la fameuse orque, enfin énorme créature, baleine, orque, vous appelez ça comme vous voulez, il se retrouve face justement à ces déjections, à découvrir l'horreur de la destruction de la voie de l'eau. Et là, en plus de ça, à la fois, tu tues les méchants parce qu'ils veulent te tuer vu que tu es en exil et que c'est toi qui veux le capturer, mais à la fois, tu venges aussi le fait qu'ils commencent à détruire la voie de l'eau et qu'ils détruisent tout ce qu'ils ont connu. Tu n'as pas pu sauver ta forêt et le Noctanium, tu vas quand même essayer de sauver Pandora pour parler plus global, tu crées un enjeu plus gros. Et de là, tu annonces une grosse bataille à la fin pour l'épisode 3, 4, 5 où tu nous dis, bah à un moment ça va, tout ce qu'ils veulent c'est détruire notre planète, ils voulaient pas qu'une ressource, ils veulent tout maintenant. Et les personnages comprennent que là ce qu'ils cherchent c'est de la terraformation, parce que nos héros ne le savent pas encore, en tout cas ce n'est pas dit et ce n'est pas explicité pour nos héros. Et donc
tu crées une hype sur une future grosse bataille où là, l'objectif des Na'vi, c'est de détruire les humains. Là, leur objectif, c'est on leur donne, ils n'auront pas de deuxième chance. Eh ben non, on te crée une nouvelle ressource qui ne sert à rien, où on te parle rapidement de braconnage, tu sais pas pourquoi les Na'vi du peuple de l'eau ne se sont jamais insurgés contre ça, tu ne sais pas pourquoi ça devient à être lié avec Jake Sully alors qu'il n'y a aucune raison que les humains aillent attaquer Jake Sully et le mec du bateau, le braconnier, le dit très bien. Bref, voilà, j'en ai fini avec ma critique d'Avatar. J'ai été extrêmement négatif dessus parce que, comme je vous le dis, je suis extrêmement déçu. Et je pense, et j'ai même envie de dire, j'espère que certains d'entre vous vont pouvoir rebondir sur ce que je viens de dire tout au long de cette vidéo et m'expliquer en quoi j'ai tort. Parce que malheureusement, et je vais retourner voir le film dans quelques jours pour ça, je suis, comme je l'ai dit au début, pas déçu de ce film, mais je suis déçu de moi qui n'ai pas réussi à aimer ce film. Oui, visuellement, c'est un chef-d'œuvre, c'est indéniable, c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Mais je suis pas là pour regarder un documentaire, je suis là pour regarder un film, pour avoir des émotions. Et sur ça, il y a trop de défauts par rapport aux qualités, et malheureusement pour moi, Avatar 2, bah ce sera un grand non. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'allez pas déferler votre haine et que mes arguments étaient assez explicites et au moins compréhensibles de tous. Et en attendant, n'hésitez pas vous à me donner vos avis dans les commentaires, j'adore discuter, j'adore débattre, donc bien au contraire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, et surtout les amis, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. Ciao ciao.